Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Perrine. Dans les années 90, tu travaillais déjà dans une agence web, alors que beaucoup n'avaient encore jamais navigué sur Internet. Tu as travaillé près de 8 ans au siège de la Société Générale. Et aujourd'hui, tu testes et inventes même de nouveaux modèles de gouvernance qui redonnent la puissance d'agir aux individus. C'est-à-dire, d'où vient cette conviction et pourquoi est-ce que ce sujet te tient tant à cœur ? Je pense qu'en fait, on est des êtres de relation et qu'en fait, l'innovation se fait beaucoup dans la relation, dans la rencontre de personnalités, de personnes qui ont envie d'avancer. Et en fait, elle se fait dans la diversité. C'est-à-dire que je pense que si on est dans un entre-soi, c'est extrêmement difficile d'imaginer autre chose que ce qu'on a toujours vécu. Et l'approche interdisciplinaire, ça a été une de mes grandes frustrations quand j'étais jeune. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des classes préparatoires scientifiques. J'adorais les maths, reconstruire les maths, c'était fabuleux. La physique, la chimie, c'était. Mais je suis sortie de là, dans une école d'ingénieur, en me disant mais j'ai besoin d'autre chose pour me nourrir que de la technique et des sciences. Et je pense que j'ai besoin d'avoir des horizons plus larges, d'avoir des horizons. Et donc du coup, j'ai fait Sciences Po en même temps. Et là, ça m'a ouvert les chakras, ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Ça a été assez difficile parce que quand on est scientifique, on est assez analytique. Et puis, on arrive dans un monde où il faut faire de la synthèse, où on nous apprend à lire un livre, l'introduction, la conclusion, et puis d'en parler, parce que c'est un peu ça aussi. Donc, c'était un grand écart intéressant pour moi. Néanmoins, je me suis beaucoup nourrie. Je me suis toujours dit qu'en fait, les sciences, c'était un prisme d'appréhension de la réalité, mais que la poésie en était un autre, que la géopolitique en était un autre, et qu'en fait, ce qui faisait la richesse d'une perception, c'était la capacité, effectivement, à aller puiser dans beaucoup de disciplines très différentes, qui finalement vont être à même de construire quelque chose de nouveau. Il y a eu une époque, en fait, où les scientifiques étaient aussi des artistes, au siècle des Lumières, et quand on pense à Léonard de Vinci, c'était et un ingénieur et un artiste. Et en fait, avec notre spécialisation, finalement, on s'est coupé de cette interdisciplinarité qui est extrêmement riche parce qu'en fait, on se coupe, du coup, en se spécialisant trop, finalement, on se coupe de plein de points de vue sur le monde. Et finalement, les mathématiques, ce n'est qu'une manière de décrire une partie du monde. La physique, c'en est une. La littérature, c'en est une autre. Et du coup, je trouve que voilà, en se spécialisant, on se coupe de tout d'un regard en fait enrichissant sur le monde qui peut être donné sur d'autres disciplines. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui l'ont très bien compris quand on pense au centre de recherche interdisciplinaire. En fait, le centre de recherche interdisciplinaire propose par exemple des doctorats ou des licences qui permettent d'associer des arts et des sciences. Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on va se réapproprier une vision plus personnalisée du monde et du coup plus inventive. Voilà, donc en fait, c'est dans la diversité qu'on a des idées et c'est dans la diversité qu'on a des partages apprenants. Voilà, et c'est pour ça que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Quelle exigence aussi intellectuelle, parce que pour faire ça, tu dois constamment apprendre en fait. En fait, je dois plus écouter qu'apprendre. Je trouve qu'il y a une phrase que j'aime bien qui est de dire finalement on apprend beaucoup plus en écoutant qu'en parlant.
Et en fait, oui, je me nourris dans plein d'endroits. Alors, il y a un autre endroit dans lequel je me suis beaucoup nourrie aussi, qui est l'Institut des futurs souhaitables, qui est un endroit dans lequel, effectivement, j'ai eu l'impression de refaire Sciences Po, de refaire une petite setup à l'âge de 45 ans, où j'ai redécouvert, en fait, pas mal de disciplines émergentes. Donc, je m'intéresse beaucoup, effectivement, à la prospective et à l'interdisciplinarité en général. Alors, c'est plus de la curiosité que beaucoup d'apprentissage. C'est plus d'aller m'immerger dans des mondes que je connais pas, et c'est plus d'aller écouter des gens inspirants qui me donnent des idées. Et finalement, on n'invente jamais rien, hein. On copie. Picasso disait finalement le plus grand artiste est un copieur d'abord, et les Chinois l'ont très bien compris. C'est à partir en fait de la connaissance et la recherche et l'innovation, finalement, c'est être capable en tant que nain de se poser sur les épaules d'un géant pour pouvoir s'appuyer finalement sur tout ce qui a déjà été construit auparavant et pouvoir incrémentalement arriver à créer quelque chose d'un peu nouveau. Et au-delà d'apprendre toi, tu fais beaucoup justement pour transmettre. Tu t'engages personnellement au service de l'apprenance. Tu es cofondatrice de France Apprenante. Tu t'engages aussi au service de l'employabilité avec ton point de vue. Après 8 ans dans la banque, tu as complètement changé d'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait ce déclic ? En fait, c'est un déclic, c'est un peu des accidents de la vie qui font qu'on arrive où on est, hein. Mais j'ai toujours été intéressée par le bien commun, le service public. Et d'ailleurs, j'ai commencé en fait à travailler en conseil, en stratégie pour des collectivités territoriales. Et j'ai aussi été toujours intéressée par l'innovation, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée embarquée dans le développement d'une agence web, alors que ça n'existait pas encore, dans la fin des années 90. Et puis la banque, ça a été un peu un accident de la vie, puisque après l'effondrement de la bulle Internet et le 11 septembre, notre agence web a fermé. On était 350, on était parti de 25 pour aller à 350. Wow. Elle a fermé. Et là, il y avait plus du tout, moi j'avais envie de continuer sur l'Internet, il y avait plus du tout de travail sur l'Internet. Et donc du coup, on m'a proposé d'aller travailler au cabinet de conseil interne de la Société Générale. Et je me suis dit, bah oui, il y a certainement énormément de choses à faire. 80 000 personnes, une boîte en plein développement en 5 ans, on avait fait x2. Hein. Mais j'étais pas vraiment dans le service public, j'étais dans le service, parce qu'en fait, une banque, qu'est-ce que ça fait ? Ça finance la société, ça finance des projets. Hein. C'est ça l'essence d'une banque. Après, elle se diversifie, elle fait plein d'autres choses, mais l'essence, c'est ça. Donc, il y a une utilité, une raison d'être qui est intéressante, mais je me sentais pas particulièrement en affinité avec les valeurs de la banque. J'ai pas une focalisation forte sur l'argent, par exemple. Je suis pas une super pro d'Excel. Et on est quand même dans la banque, dans un monde qui est plutôt conservateur, très analytique, et évidemment très intéressé par l'argent. Mais j'ai rencontré des gens, en fait. C'est-à-dire que les gens qui m'ont recruté, c'était le directeur du cabinet de conseil interne, étaient des gens extrêmement innovants. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait aller dans la banque. Et puis en me disant, de toute façon, c'est un métier que je connais, le conseil, je l'avais déjà pratiqué, et il y a forcément des choses à développer. Et évidemment, j'ai développé de l'Internet dans la banque. Et puis, j'ai découvert aussi tout un secteur d'activité avec ses 1000 métiers qui est passionnant. Voilà comment ça s'est fait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été un peu défricheuse. Et donc, comme la société, la banque était en développement, j'étais un peu sur tous les projets qu'il fallait monter. J'étais un peu une défricheuse. Et du coup, je me suis retrouvée sur certains projets stratégiques de la banque. Et ça a été un moment passionnant parce qu'à un moment donné, évidemment, je suis sortie du cabinet de conseil pour rentrer un peu plus dans l'opérationnel. Et je me suis retrouvée à la direction des risques d'une banque, à gérer les provisions de la banque. Donc là, on voit vraiment ce qui se passe. C'était passionnant. Voilà. Et puis ensuite, on a eu les subprimes et l'affaire Kerviel. Donc c'était la Société Générale. Et là, ça a été effectivement difficile parce que on voit dans ces moments-là, en fait, on voit une crise. On vit une crise. On vit le fait que on comprend ce que c'est qu'un risque de réputation.
d'un jour à l'autre, on a les assureurs voulaient absolument assurer nos mandataires sociaux. D'un jour à l'autre, ils vous disent ben non, vous ne assurez plus. Et donc, on se retrouve à faire des roadshows pour répondre à 1000 questions d'assureurs pour qu'ils acceptent juste d'assurer nos mandataires sociaux. Voilà, et donc il y a plein de choses qui se passent, et donc on est un petit peu obligé d'être agile et innovant dans ces circonstances, mais c'était un moment assez difficile pour la banque, pour les gens qui y étaient, pour les dirigeants dont j'étais relativement proche. Et puis ensuite, je suis partie, en fait la banque est partie dans un mode où finalement on était passé d'une politique de développement avec cette crise à une politique finalement où il fallait réinventer le projet de la banque, réduire les coûts. Et là, je me suis pas totalement retrouvée. C'est-à-dire que réduire les coûts, j'avais un peu de mal à. Moi, je suis une développeuse, donc du coup, je me suis dit, ben en fait, je suis plus adaptée à ce système-là, et donc j'ai décidé d'en sortir. Et qu'est-ce qui m'a et je savais pas encore très bien ce que j'allais faire, mais je me suis reposée en me disant, bah tiens, finalement, j'ai eu une ascension assez rapide dans cette organisation. Qui parfois a fait que je me suis pas posé de questions, on me proposait toujours des promotions, donc j'y allais. J'étais à moins de 40 ans membre d'un comité de direction, donc dans les équipes en fait d'un membre du COMEX. Donc c'était intéressant parce que c'était aussi un très beau poste d'observation du pouvoir et du fonctionnement systémique d'une organisation. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'a plu plus dans ma vie, donc je me suis payé un coaching et je suis revenue à finalement mes premières amours qui étaient l'internet, parce que justement interdisciplinaire, très dans l'action, très au service du client, très innovant, très agile. Et je me suis dit en fait j'ai envie de retourner vers ce type de monde. Et là je me suis formée en fait. Je suis repartie dans la Silicon Valley pour bien comprendre, parce que j'avais un peu perdu quand même le contact avec l'internet. Je me suis reformée. C'est là que j'ai fait l'Institut des futurs souhaitables, qui est donc une formation au monde d'après. Finalement, c'est une formation en prospective qui m'a fait découvrir un nombre d'écosystèmes incroyables en France. Et donc je me suis dit, tout le monde fait des learning expéditions dans la Silicon Valley, mais en fait, on a tout ce qu'il faut en France. Pas la peine d'aller se promener à l'autre bout du monde. Et l'autre chose, c'est que je me suis dit, en fait, ce qui m'intéressait, c'était fondamentalement ce que j'avais toujours plus ou moins fait en filigrane, c'était la transformation des organisations et la transformation des collectifs. Dans le conseil, je le faisais. Dans le développement d'une start-up, on le fait. Et puis à la Société Générale, j'étais aussi dans la banque, j'étais aussi dans le cabinet de conseil qui portait effectivement les transformations, les acquisitions de sociétés. J'avais mis en place des nouveaux projets, et donc je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui fait? J'étais à la direction des ressources et de l'innovation à la fin, et je voyais en fait comment l'innovation était bloquée par le système. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qui fait qu'une organisation change. Et j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait 3 choses qui faisaient. C'est un, que les dirigeants aient envie de changer. J'entends personnellement. Aujourd'hui, c'est pas évident, parce qu'en fait, ce qu'on demande aux dirigeants, en particulier des très grosses entreprises, finalement, c'est d'assurer un cours de l'action à 3 mois. Et une transformation, une innovation, en général, ça prend plus de 3 mois. Et donc, on leur demande une forte prise de risque. Lorsqu'on leur demande d'investir sur l'innovation, c'est pas ce que leur actionnaire demande. Leur actionnaire leur demande de la rentabilité immédiate. Donc ça, c'est un premier point que j'ai observé fortement. Deuxième point que j'ai observé, c'est que si on veut faire de l'innovation, il faut qu'on soit capable, en fait, d'être interdisciplinaire. Et dans les grandes organisations, c'est assez compliqué, parce que faire de l'innovation, ça suppose que la direction informatique parle à la direction marketing, parle à la direction opérationnelle, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, ça suppose aussi d'aller s'inspirer à l'extérieur et d'aller travailler avec des chercheurs, avec des startups. Et donc, ça suppose de mettre autour de la table beaucoup de gens qui sont très, très différents. Et qui sont chacun pris dans leur système. Et donc là, je me suis intéressée à tout ce qui était design thinking. Et donc, je me suis formée au design thinking. Et je me suis intéressée aussi à tout ce qui faisait qu'une équipe fonctionnait. Et donc, je me suis formée en coaching systémique, en coaching d'équipe, avec des méthodes de la Silicon Valley, l'école de Palo Alto, qui est très intéressante,
pour arriver à faire en sorte que des gens très très différents créent de la valeur ensemble et une dynamique commune. Et le troisième point, c'est que une fois que cette innovation elle est créée, il faut qu'elle arrive à être validée par le comité exécutif, et ensuite il faut qu'elle arrive à être déployée. Donc le troisième point, c'est comment on fait le déploiement d'une organisation, d'une innovation, ou d'une nouvelle manière de faire, ou d'un nouveau produit. C'est pas forcément. Et ça, on voit bien que les mécaniques aujourd'hui de déploiement de la transformation, là aussi, sont pas assez rapides. Souvent, on met un cabinet de conseil avec des consultants qui animent des groupes de travail. On rajoute ça dans l'agenda des collaborateurs. On leur demande de produire comment est-ce qu'on fait. Et puis, in fine, on passe 1 an à faire des groupes de travail. Et puis, il en sort peu de choses. Et donc, ma dernière question, c'était comment on fait plus vite. Ce sujet, il n'existait pas il y a 20 ans. Il existe aujourd'hui parce qu'en fait, on a besoin d'aller plus vite. Parce qu'en fait, la transformation digitale de la société, c'est pas une transformation digitale en termes d'outils, c'est une transformation des modes de communication entre les acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut être émetteur de l'information et récepteur de plein d'informations. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Et donc aujourd'hui, l'information, du coup, se diffuse à une rapidité incroyable et elle est extrêmement compliquée à classer, et du coup, par exemple, moi j'ai l'histoire de Nestlé, par exemple, sur l'huile de palme. L'huile de palme, Nestlé ou Canada Goose, en fait, ils se sont pris moins 20% de leur cours de l'action. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, les gens disaient, non, mais c'est horrible, etc. Et puis, en 3 jours, les gens ont arrêté d'acheter du Nutella. Et pareil, sur les Canada Goose, ils se sont pris moins de 13% parce qu'il y a un truc qui est sorti sur les réseaux sociaux qui disait qu'ils traitaient mal les oies qui étaient mises, dont les plumes étaient utilisées pour faire les doudounes. Donc ça veut dire qu'en fait, le temps de réaction doit être extrêmement rapide. Et aujourd'hui, les organisations, elles sont encore sur des modèles, alors c'est pas une généralité, parce qu'il y a plein d'organisations qui sont beaucoup plus agiles, mais elles sont encore sur des modèles où en fait les temps de réaction sont beaucoup trop courts. Voilà. Et donc du coup, moi je me suis intéressée à comment on déploie une transformation plus qu'une innovation en fait. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait différemment parce qu'on a besoin de s'adapter continuellement au monde qui nous entoure. Une organisation, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant qui, par exemple, Kodak est mort parce qu'ils n'ont pas vu le numérique arriver. Donc c'est une question de survie de l'organisation d'être capable en fait d'être en interaction permanente avec ses clients, avec ses salariés et avec ses actionnaires. Dans ce que tu dis, j'entends beaucoup, finalement, il faut redescendre de l'intellectuel, du process, du rationnel, pour revenir au vivant, à l'instinct, au corps, à la réaction presque animale, vivante des choses. Est-ce que ça fait partie de ton point de vue ou... Aujourd'hui, en fait, on compare les choses à des organismes vivants, mais je donne un exemple. Quand vous avez un virus, c'est l'actualité, qui arrive, votre corps... Oh, je vois pas de quoi tu parles. Votre corps, la cellule qui détecte le virus, elle va pas remonter à la tête, processer dans le cerveau pendant 3 heures pour redescendre la réaction. Elle sait ce qu'elle a à faire instinctivement parce qu'en fait, elle a une raison d'être qui est la survie de votre organisme vivant. D'accord ? Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut des organisations vivantes et que les cellules de ces organisations, c'est les salariés, c'est les prestataires aussi, c'est les fournisseurs, c'est tout l'écosystème de l'organisation qui peut réagir. Alors, elle peut réagir, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que si chacun réagit avec ce qu'il pense être juste, évidemment, c'est le bazar. Elle ne peut réagir que si elle comprend ce que c'est que la raison d'être de l'organisation et par où passe sa survie. Si elle comprend pas ça, en fait, c'est juste un système un peu anarchique où chacun fait ce qu'il veut. Avec une bonne intention, évidemment. Chacun va avoir une très bonne intention et va penser que ce qu'il fait, voilà. Mais ça s'organise, ça. C'est-à-dire que les organisations déconcentrées, les organisations les plus performantes aujourd'hui sont des organisations dans lesquelles, effectivement, le pouvoir de décision sur l'opérationnel, est un pouvoir de décision qui est très très proche du terrain, pour justement pouvoir avoir cette réactivité immédiate. Et dans lesquelles, finalement, l'information remonte, mais
c'est pas si important qu'elle remonte autant que ça. Donc il y a une organisation qui est très intéressante qui est Buurtzorg. Ça c'est un modèle très intéressant parce qu'en fait c'est l'histoire des infirmiers d'État aux Pays-Bas. Et donc ces infirmiers, il y a quelques infirmiers qui étaient, on avait réduit les coûts pour que la sécurité sociale ne soit pas trop en déficit, la sécurité sociale locale. Et donc en fait on demandait aux infirmiers de passer 1 minute 20 à faire une piqûre à une personne et de repartir en courant. On leur demandait de la productivité sur l'acte médical. Bon. Et puis il y a quelques soignants qui sont sortis de cette organisation en disant mais nous c'est pas, nous ça nous va pas, on est désalignés par rapport à ça, on peut pas aller voir quelqu'un, lui faire une piqûre et repartir en courant. C'est pas comme ça qu'on veut soigner. On veut soigner différemment. On veut soigner en prenant du temps avec la personne. Ils ont commencé à monter une petite organisation qui s'appelle Buurtzorg. Et puis, ils ont commencé à soigner différemment. C'est-à-dire que la première chose qu'ils ont fait, ils sont allés voir leurs malades, donc ils sont plutôt des personnes âgées, qui sont à leur domicile un peu esselées, en leur disant « Tiens, bonjour, on va prendre un café. Et puis, vous allez me raconter qui vous êtes. Et puis ensuite, est-ce que vous connaissez vos voisins? Non? Ah ben, il y a 2 voisins que vous connaissez pas? Allez, on va se présenter. » Donc, on recommençait à créer du lien autour de la personne pour que la personne soit moins seule. Et puis ensuite, ils se sont mis en petites équipes, mais c'est toujours les mêmes infirmiers qui venaient voir les mêmes personnes. C'était pas en fonction du planning et de la disponibilité des infirmiers qu'on en envoyait un à droite, un à gauche. Et puis progressivement, en fait, cette organisation s'est beaucoup déployée. Tous les soignants qui étaient dans le système ancien sont venus rejoindre cette organisation. Et cette organisation, elle fonctionne de manière auto-organisée, c'est-à-dire il y a des petits groupes de 25 personnes qui gèrent un quartier et qui gèrent voilà. Et au siège, je pense qu'ils sont plus de 5000 maintenant, 6000. Et au siège, je pense qu'il y a 19 personnes pour juste faire les outils informatiques et le reste est complètement auto-organisé en équipe de 25 personnes. Et le résultat de ça, c'est qu'en fait, ils ont fait baisser de 30% les dépenses de sécurité sociale sur leurs malades parce qu'en fait, ils font plus de prévention, ils font plus de présence, ils utilisent moins de médicaments et ils sont dans la relation. Voilà. Et je pense que ce type, alors cette organisation a été très bien décrite par Frédéric Laloux dans son livre Réinventer une organisation. Et donc en fait lui il dit 3 choses qui sont intéressantes, c'est que ces organisations finalement qu'on peut appeler opales, parce qu'on fait référence à la spirale dynamique qui est une autre théorie, c'est des organisations qui ont 3 choses très importantes. La première chose, c'est qu'elles ont une raison d'être, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est là. En fait, on sait à quoi on contribue. Alors moi j'appelle ça une cause. On sait à quelle cause on contribue. Donc là, en l'occurrence, Buurtzorg, il contribue à la cause qui est je veux améliorer ou en tout cas maintenir la santé des patients dont je m'occupe. La deuxième chose, c'est qu'elles sont auto-organisées. C'est-à-dire que c'est les gens qui décident de leur organisation ensemble et qui se mettent d'accord. Et la troisième chose qui est très importante, c'est ce qu'ils appellent la plénitude. C'est-à-dire que le rôle de l'organisation, c'est de donner à chacun les moyens de se développer, à chaque personne, les moyens de se développer et de mettre à disposition ses compétences pour le compte de l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un environnement de travail et des moyens qui la mettent pas en difficulté ou en souffrance. Ça veut dire que quand elle arrive, elle est elle-même, elle peut être elle-même, avec ses défauts, avec ses qualités, et qu'elle n'est pas obligée de mettre un masque. Autre sujet d'actualité. Voilà. Voilà. Et donc ces 3 facteurs sont extrêmement intéressants parce que alors après je dis pas que toutes les organisations doivent s'organiser comme ça, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une très grande performance et il y a une capacité en fait de réactivité et de proposition qui est très forte dans ces organisations-là. Mais si j'ai bien compris dans l'histoire que tu relates, la transformation, elle est plutôt partie des collaborateurs que de la direction. Malheureusement, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de travail à faire sur les organisations pour qu'elles se transforment. Parce que quand ça fait... les boîtes du CAC 40 ont 104 ans d'âge. Donc ça fait 104 ans qu'on fonctionne sur les... J'exagère un peu, parce qu'évidemment, tout s'est modernisé. Mais ce que je veux dire, c'est que le système de gouvernance ne permet pas toujours ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les organisations, si vous n'avez pas une direction qui protège les gens qui veulent innover et porter la transformation, c'est très compliqué. Ils y mettent une énergie, en fait, les innovateurs ou les transformateurs mettent une énergie énorme, qui est celle, en fait, quand on voit la courbe, finalement, de l'innovation, on a toujours 2,5% d'early adopters, qui sont des gens qui sont là et qui sont prêts
à prendre des risques et aller vers quelque chose qui n'est pas connu. En tout cas, à essayer quelque chose qui n'est pas connu. Et puis ensuite, ces gens-là, en fait, il faut les protéger absolument. Et s'ils sont pas protégés par la direction, ils s'épuisent et ils s'en vont. C'est ce qui s'est passé chez Buurtzorg, dans le système de sécurité sociale néerlandais. Et ce que j'ai, moi, observé dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que le système est extrêmement fort. Je dis pas c'est le dirigeant, mais le système est fort pour rester sur ses acquis. Et le système a du mal, effectivement, à intégrer de l'innovation, des choses différentes. Parce que ça suppose un effort. C'est tellement plus facile d'être dans la routine. Chacun, on aime changer que si on décide. On n'a pas envie d'être transformé ou qu'on nous dise de changer. Et donc, du coup, le système est extrêmement résistant à la transformation. Donc, alors, comment il faudrait les protéger, justement? Parce que tu parles, il faudrait protéger ces 2,5%. Comment, toi qui l'as vécu sous différentes formes, de quoi aurais-tu eu besoin, peut-être? Alors moi j'ai eu de la chance parce que j'étais relativement protégée dans ce que je faisais. D'abord il faut effectivement avoir des dirigeants qui protègent au sens qui disent ok, on laisse cette personne faire. Donc laisser faire, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est ne pas trop communiquer. Parce qu'en fait quand on innove on connaît pas les résultats tout de suite. On imagine, mais c'est en faisant des retours d'expérience qu'on voit où ça mène. Et donc, ce processus-là doit être protégé. Et pour protéger ce processus-là, il faut surtout pas communiquer dessus. Laissons les gens faire. Et ils viendront quand ils auront des résultats. Il faut communiquer sur les résultats. Il faut pas communiquer sur des promesses. La deuxième chose, c'est que si on veut innover, il faut surtout pas créer de direction de l'innovation. Parce que si on crée une direction de l'innovation, ça veut dire que on segmente encore les choses, et ça veut dire que l'innovation n'est réservée qu'à une partie des personnes. Et donc, on s'ampute de toute l'innovation qui est présente chez chacun d'entre nous, chez chacun des salariés. Et la troisième chose, c'est que il faut leur donner un peu de budget, il faut leur donner un peu de marge de manœuvre, il faut les laisser faire, et surtout faire en sorte que le système apprenne de ce qui est fait. Toi qui as essayé, qui a défriché, inventé, testé plein de systèmes de gouvernance pour justement permettre le déploiement de cette innovation, pour créer de l'espace. Est-ce que tu as un projet, une réalisation que tu as déjà menée ou que tu es en train de mener, qui pour toi correspond vraiment justement à ce que tu voulais faire, qui est un peu une forme d'aboutissement? Alors, je vais en donner deux. Il y en a un qu'on a fait avec Mekinov pour la direction informatique de Bouygues. Alors, je vais le donner celui-ci parce qu'il est dans une organisation, justement. Et qui montre en fait la performance du collectif. C'est ça que je voudrais témoigner. En fait, on a été appelé, non parce qu'on est enseignant à Centrale Supélec en master innovation et transformation, on a été appelé par le DG en fait de la direction des systèmes d'information de Bouygues Construction. Donc c'est la plus grosse partie de Bouygues. Ça fait 600 personnes. Et son sujet, c'était je veux être plus agile. Je trouve qu'on n'est pas assez agile, on dit toujours non à nos clients internes. Les gens sont surchargés de travail, on peut plus leur donner de trucs en plus, c'est difficile. Et là, on est allé voir en disant, c'est intéressant, mais dans le fond, vous voulez être plus agile, pourquoi? Parce que être plus agile, si on n'a pas de cap ou de direction, et on finit par rebondir, et puis voilà, on n'est que le jeu finalement des sollicitations extérieures. Donc la question, c'est d'avoir un projet. Et puis on lui a dit, mais c'est quoi la raison d'être de votre organisation? Alors déjà, il la connaissait pas tout à fait par cœur, il a fini par la retrouver, elle faisait 3 lignes, donc c'était très difficile en fait pour un salarié d'avoir en tête à quoi sert l'organisation dans laquelle je suis. Et puis c'était une raison d'être qui n'était pas très inspirante parce que c'était en fait, il faut qu'on produise le meilleur service au meilleur coût pour les métiers. Donc c'est inspirant pour le système parce qu'ils disent bah oui, la direction informatique, il faut qu'elle soit vraiment performante, très bien. Mais pour les salariés, est-ce que c'est inspirant? Pas tellement, parce qu'en gros on leur dit on veut toujours plus de votre boulot pour moins cher. C'est ça qu'on leur dit. Donc on a commencé par travailler sur la raison d'être.
Et en fait, on s'est dit que la raison d'être, c'était plutôt être partenaire en fait des métiers pour l'innovation digitale. Et puis évidemment, il y avait toute la partie sécurité informatique et assurer effectivement un socle informatique qui fonctionne bien pour le groupe. Et puis ça, on l'a testé auprès des collaborateurs qui nous ont dit ah ouais, c'est super ça. Et on s'est dit ok, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là? Et puis on a identifié 3 chantiers. Parmi ces chantiers, il y en avait un qui était améliorer notre image et la confiance de nos clients, donc les métiers internes de Bouygues. Et puis on s'est dit tiens, on va aller le tester. Donc on a déjà demandé en fait au comité de direction si ils étaient d'accord pour qu'on teste les orientations auxquelles ils avaient pensé. Puis on les a testés avec les salariés, puis ils nous ont dit ah oui, ça c'est très très bien, on est tout à fait d'accord, mais il manque un chantier. Ah bon? Ils disent oui, il manque un chantier, c'est la confiance en interne. Entre nous, on se fait pas confiance. Donc comment voulez-vous qu'on ait la confiance des métiers? Donc c'était assez intéressant, et ce qui était très très chouette, c'est que le comité de direction a dit ah ouais, ils ont raison, on rajoute un 4e chantier. Puis ensuite, l'étape d'après, ça a été de dire comment vous, comité de direction, vous commencez à aller dans cette direction. Donc de leur demander de faire un premier petit pas possible pour qu'ils commencent à incarner cette direction, que ce soit pas quelque chose d'intellectuel. Et puis, donc ils l'ont fait, chacun à leur mesure, avec leur personnalité. Et puis ensuite, on leur a dit, on est bien d'accord, vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que l'agenda des dirigeants est extrêmement compliqué, donc on leur a proposé de former des gens qui sont issus de tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation, et surtout des gens qu'on aime, qui sont appréciés dans l'organisation. Et donc on les a formés 1 journée par mois, donc c'est pas énorme, hein. C'est assez léger comme dispositif, on les a formés à l'agilité. Et on a lancé une démarche qui n'était pas on va être super agile, qui n'était pas sur à telle date on est super agile. On a lancé une démarche qui s'appelait expérimenter l'agilité. On parlait plus de résultats. Donc quand on parle plus de résultats, on n'instrumentalise plus les gens pour qu'ils nous donnent un résultat. On leur propose une expérience. Donc ça change complètement la manière de communiquer. Et surtout, on l'a pas communiqué en externe, on l'a communiqué qu'en interne. Et puis les gens sont venus voir. Et donc on est parti avec les 2,5% d'initiateurs, de gens qui étaient prêts. Et puis au fur et à mesure, évidemment, il y a tous les gens qui disent de toute façon, c'est une nouvelle lubie de la direction, dans 6 mois, on n'entend plus parler, qui regardent le train passer. Et puis au bout d'un moment, ils montent dans le train parce qu'ils se rendent compte que c'est pas une lubie. Ils se rendent compte que la direction bouge, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui bougent. Et en fait, les choses qui bougent, c'est pas des nouveaux processus, c'est pas des nouvelles déclarations, c'est plein de petits trucs. C'est des cadres de liberté qui se mettent en place. C'est des manières de faire la convention, on fait la fête plutôt qu'on se met en amphi à écouter pendant 3 heures les résultats de l'année. C'est les gens nous disaient on a besoin de recréer du lien entre nous, hop, on faisait des jeux pour recréer du lien. C'est plein de petites choses qui vont faire que les gens se disent ah oui, il y a des choses qui changent, et du coup ils vont avoir envie de venir. Bon, tout ça pour dire que ce qui s'est passé, c'est que on avait notre comité de direction qui était engagé, ça c'est très important. On avait nos early adopters qui faisaient. Ils communiquaient pas, ils faisaient. Donc on les regardait. Et puis on a lancé la démarche auprès des collaborateurs en leur disant d'abord qu'est-ce qu'on fait bien, parce qu'on expérimentait l'agilité, on sait déjà faire plein de trucs en agilité. Et là les gens vous disent bien sûr. Regardez, on a fait ça, là il y avait une crise, on a fait ça, on était hyper agile, etc. Et les gens vous remontent des choses que la direction ne connaissait pas. Ils se disaient mais ce truc-là est génial, on savait pas qu'ils avaient fait ça. Donc déjà il faut valoriser en fait le fait que ça existe déjà. Parce que dans toute démarche de transformation, si on commence à dire aux gens faut changer, en creux, ça veut leur dire on leur dit qu'ils sont pas bons. Mais ils sont déjà bons. Donc, il faut déjà valoriser ce qui existe déjà et voir comment est-ce qu'on peut le propager dans la structure, donc le faire connaître, le mettre en visibilité. Et puis ensuite, on dit, OK, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Et à partir du moment où on sait qu'on sait faire, on n'a plus peur d'aller plus loin. Et là, on met en mouvement en fait les différents collaborateurs. Ils font des petits groupes auto-organisés, ils se débrouillent. Ceux qui disent OK, je veux bien m'occuper d'un groupe, on les forme. Ils ont un bonus, ils sont formés à la facilitation de groupe. Et puis c'est parti. Et en fait, ce qui se passe, on se fout du résultat des groupes. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de changer la manière dont ils vont piloter des groupes parce qu'on va leur donner des méthodes agiles. Et ce qui est important, c'est que c'est pas grave si tous les groupes sont pas remplis, parce que ça veut dire que ça correspond pas à un besoin. Et donc, on est en train de penser différemment. On est en train de se mettre en mouvement sur une manière de faire différente. Et puis, le problème qu'on a eu, c'est que le management intermédiaire, parfois, bloquait les initiatives des collaborateurs. Donc là, pour le coup, on a obligé le management intermédiaire à se former. Résultat, ça a été long avec le comité de direction à cause de leur agenda qui est contraint, mais à partir du moment où on est parti sur les collaborateurs, en 1 an, on avait transformé l'organisation.
Ils sont devenus une référence dans le groupe, ils sont super agiles et avec très peu de moyens, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on était 3 consultants, entre guillemets, on intervenait, je pense, une journée par semaine à tout casser. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a formé quelques personnes qui ont été des facilitateurs et on a formé les managers. C'est tout ce qu'on a fait. Et l'organisation est partie elle-même. Pourquoi elle a pu partir? Parce que sa raison d'être était claire, sa cause était claire. On a donné les moyens. Et puis ensuite, on a embarqué un certain nombre de personnes. Et puis au fur et à mesure que ça avance, on donne des résultats. On dit, tiens, tel projet, avant, on l'aurait fait en 9 mois. Là, on l'a fait en collaboration avec le business. Ça a mis moins de 3 mois. On n'a pas écrit de cahier des charges, on est allé vite, etc. Et la difficulté. Donc, tout ça pour dire que on peut transformer une organisation extrêmement vite à partir du moment où on a des dirigeants engagés et on met quelques moyens de formation et surtout on met des cadres de liberté. On écoute vraiment ce que dit le terrain. Et alors, après avoir libéré des organisations, redonné la puissance d'agir aux collaborateurs, dernièrement, tu t'es attaqué à la question de l'employabilité sur le territoire Est Ensemble dans le 93. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc l'État a du mal à aller chercher en fait les gens qui sont les plus éloignés de l'emploi. Donc c'est qui? C'est des gens qui sont bénéficiaires du RSA depuis longtemps, qui sont chômeurs très longue durée, ou qui sont des jeunes qui n'ont pas envie qui n'ont pas envie en fait de rentrer dans le monde qu'on leur propose, c'est-à-dire de rentrer travailler aux 35 heures dans une entreprise pendant 40 ans et pour avoir une retraite, parce qu'ils y croient pas. En fait, ils croient pas que ce soit le bonheur. Ils croient pas que c'est là qu'ils vont se développer. Voilà, donc on a différents types de cas de personnes qu'on n'arrive pas à atteindre pour les amener vers plus d'employabilité, en tout cas les amener dans un emploi. Et donc nous, ce qu'on a proposé effectivement, c'est de créer une communauté apprenante sur un territoire qui est une communauté d'agglomération du 93. Donc, le bassin d'emploi est un peu plus large qu'évidemment la communauté d'agglomération, puisqu'on est en Île-de-France et que les gens peuvent aller travailler partout. Mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce que localement, on arrive à recréer des connexions pour que les gens qui habitent sur ce territoire puissent travailler déjà plus près de chez eux et trouvent des choses intéressantes autour d'eux. Et on s'est dit, c'est une transformation en fait qu'on a à faire. C'est une transformation qu'on a à opérer. Et notre cause, c'est plus d'employabilité sur ce territoire. Et on a réfléchi à notre raison d'être. Donc on s'est dit, c'est quoi, comment est-ce qu'on l'appelle, comment est-ce qu'on fait ça? Et donc la réflexion a porté sur apprendre ensemble. On s'est dit que finalement, on développait son employabilité lorsqu'on apprenait. Et on a mis ça à apprendre ensemble parce qu'en fait, justement, on a voulu recréer cette diversité. Et donc, le parti qu'on a pris, c'est de mettre des gens qui travaillent avec des gens qui travaillent pas. Alors c'est un parti qui est assez fort parce que souvent, les demandeurs d'emploi, les gens qui recherchent une activité sont toujours mis dans des cases et se dévalorisent eux-mêmes d'être déjà dans cette case. Et donc c'est un parti qui est fort parce qu'en fait ce qu'on dit dans le fond, c'est que l'employabilité ça concerne tout le monde. Le travail demain, déjà le travail aux États-Unis, c'est beaucoup d'indépendants. La crise du Covid va malheureusement nous montrer que nos emplois sont pas très stables. Et donc, finalement, l'employabilité, c'est une question quand on travaille, et c'est une question quand on ne travaille pas. Qu'on soit en activité ou pas, finalement, c'est quelque chose qui est fondamental et dont chacun doit se saisir. Et c'est bien l'objet du CPF, c'est de dire finalement, votre formation, c'est à vous de vous en saisir. Votre projet professionnel, c'est à vous de vous en saisir. Arrêtons de consommer la formation des entreprises et de consommer pour l'entreprise. L'idée sur la formation, c'est bien de se dire comment moi, c'est quoi mon projet dans la vie, parce que on se retrouve dans un système où on va se retrouver avec 3, 4, 5, 6 jobs, on aura peut-être des temps partiels, des missions, etc. Voilà, donc notre conviction c'est ça, et donc notre parti pris c'est de dire on met les demandeurs d'emploi avec des personnes qui sont en activité. Aujourd'hui il y a beaucoup de formations qui sont des formations sur des compétences techniques. Nous on pense que d'abord on se forme quand on a un vrai besoin derrière, donc si on a besoin de développer quelque chose, on ira se former au code. Et ça ira tout seul. J'exagère un petit peu, mais l'idée, c'est de dire, finalement, ce qui est important, c'est plutôt de développer sa capacité d'apprendre à apprendre que d'apprendre des connaissances. Et une fois qu'on a dit ça,
on va développer des capacités. On va pas développer une technicité. Alors, il y a des outils pour ça, etc. Mais donc, ce qui est important, c'est que on se dit, là où on rendra le plus service, c'est en aidant les gens d'apprendre à apprendre. Et eux sauront ce qu'ils veulent apprendre. Ou les entreprises dans lesquelles ils iront auront des spécificités, auront des techniques, auront des compétences à leur transférer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences aujourd'hui qui s'appréhendent en situation de travail. C'est quand on est, très souvent, le savoir-faire, il est dans l'entreprise. Il est en formation, mais moins que dans l'entreprise. Et donc, c'est souvent en entreprise, en situation de travail, qu'on se forme. Donc, une fois qu'on a dit ça, tout notre objet, c'est de dire, si on veut travailler sur l'employabilité des gens, il faut simplement qu'on les aide à se développer et à développer leur capacité à apprendre à apprendre. En fait, Marie-Pierre, tu es constamment en train de défricher, ouvrir de nouvelles voies. Tu t'attaques à des Everest que beaucoup diraient inaccessibles. Changer la gouvernance des entreprises, travailler sur l'employabilité dans certains territoires. Voilà, certains pourraient dire c'est des causes perdues. Non, toi tu y crois, tu y vas. Comment tu tiens sur la durée? Parce que ça demande une énergie incroyable. C'est quoi ton secret? Ou tes secrets? Alors moi, je pense que je me nourris à l'exploration. Donc j'aime bien aller faire des choses que j'ai jamais faites. Donc ça, c'est un de mes moteurs. Donc ça, je pense que c'est un truc important quand même. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que ça marche. En fait, le truc, c'est que ça marche. Donc en fait, quand ça marche, c'est hyper satisfaisant. Je vais vous donner un exemple. Avant-hier, on a fait une session avec des demandeurs d'emploi très éloignés d'emploi. C'est des gens réfugiés, qui n'ont pas de moyens de connexion chez eux. Ils ont réussi à aller se connecter sur Zoom. Pour certains, ils ont été à l'épicerie solidaire du coin pour avoir un accès à Internet. Bon. Donc ça, moi déjà, juste ça me fait plaisir parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les professionnels d'emploi disent « Ah non, on peut pas les appeler, les missions locales sont fermées, c'est pas possible, ils vont pas pouvoir se connecter. » Voilà. Se connecter pour avoir un cours de CV, c'est pas la même chose que se connecter pour aller à une fête de l'apprendre. Ouais, mais on leur avait pas présenté comme ça, on avait dit parcours découverte. C'était pas hyper festif. Mais toujours est-il que ce que je veux dire par là, c'est que en fait, moi, ce qui me sidère toujours, c'est la capacité des gens lorsqu'on leur laisse le champ. Donc, il y a plein de trucs qui sont possibles, et c'est nous qui nous mettons des barrières dans nos têtes en disant c'est pas possible. Et donc toi, mais là, c'est toi qui m'intéresse. Comment tu tiens sur l'énergie? Oui. Mais ça me nourrit. Ça, je veux dire, donc déjà, je commence par ça. Donc voilà, je vous raconte ma session de 2 heures hier. Donc hier, déjà, j'en vois 3 qui, normalement, théoriquement, auraient été incapables de se connecter sur Zoom en visio avec 20 autres personnes. Bon, donc déjà, là, ça me nourrit. La deuxième chose, c'est que on sort de la réunion. Donc on a fait une réunion de 2 heures sur Zoom où on leur a parlé du fait qu'en fait, tous dans nos vies, on était des héros et que, en fait, tous, on se dépassait sur plein de petits trucs. Et on leur a demandé de choisir un héros qui les inspirait. Donc on leur a pas parlé de leur réinsertion professionnelle. Et à la fin, quand on leur a dit bon alors, est-ce que ça vous a plu, qu'est-ce que vous auriez aimé améliorer pour la prochaine fois, il y en a quand même 3 ou 4 qui nous ont dit moi je sens que ça va m'aider pour mon projet professionnel. C'était inespéré. Voilà, donc ce que je dis en fait, c'est que quand on laisse de la place à l'émergence, quand on fait confiance a priori aux gens, c'est extraordinaire ce qui sort. Donc comment je tiens ? Je tiens parce que j'ai ces témoignages-là, en fait. C'est parce que je vois que ça marche. Et puis évidemment, il y a plein de moments où ça plante, mais à ce moment-là, je me remets pas trop en question en me disant voilà, j'ai essayé un truc, ça plante, j'apprends le fait que faut que je fasse différemment la prochaine fois. En fait, je m'impose. D'abord, j'essaye de pas trop me remettre en question quand ça plante, et ensuite, si je me remets en question, j'essaye d'apprendre surtout de ce qui plante, et surtout en fait, je me nourris quand ça marche, quoi. Je me nourris quand ça marche, je me dis comment est-ce que ça on peut le déployer. En fait, ce qui m'anime, c'est comment on peut passer à l'échelle tout ça. Comment, en fait, ce qui me nourrit, parce que on a parlé de raison d'être des organisations, des communautés, des causes. Moi, ma raison d'être, c'est d'arriver à diffuser des cadres d'émancipation. C'est-à-dire que je pense que tout le monde est capable de prendre sa vie en main. Tout le monde est capable de se développer. C'est comme ça que je tiens. Et puis surtout,
j'évite de me casser le nez aussi avec des gens qui n'ont pas envie d'y aller, en fait. Donc, je fonctionne beaucoup à l'intuition et à l'engagement réciproque, parce que je fais jamais rien toute seule. Hein. On est 20, on est 25, on est 50 là sur Happy. Moi, je suis une partie du dispositif et je m'enrichis et je m'améliore grâce au dispositif. Donc, je suis extrêmement attentive aux boucles de feedback et d'amélioration. Ça, c'est extrêmement important. En une phrase, est-ce qu'il y a un message particulier que justement tu aurais envie de transmettre au plus grand nombre? Un cri d'alerte, un point d'attention, ton canary call à toi? Je pense que la crise du Covid nous a montré qu'on n'était pas obligé de consommer autant. Hein. Là aussi, on est dans une posture de consommateur. En fait, moi, j'ai envie de dire à tout le monde, mais tu as le droit de dépenser ton argent comme tu veux. Tu as un pouvoir d'action. Donc, le message que j'ai envie de dire aux gens, c'est que vous avez du pouvoir. Exercez-le. Vous avez du libre arbitre. Exercez-le et vous serez de plus en plus meilleur et vous pourrez construire des choses extraordinaires. Donc, cessons d'être dans une posture de consommateur et de non-prise de risques. La vie, c'est les risques. La vie, c'est d'essayer des choses. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de dire aux gens et on est tous capables de le faire à notre mesure, dans nos capacités. Pour conclure, Marie-Pierre, quelle musique, quel titre aurais-tu envie d'écouter là, maintenant, tout de suite? Happy, de Pharrell Williams. Eh bien, merci beaucoup Marie-Pierre d'avoir partagé avec nous ton optimisme contagieux. Voilà, j'espère que ton témoignage donnera envie à plein de gens d'y croire, de se dire si c'est possible, on s'attaque à cet Everest. Merci beaucoup Marie-Pierre. Non mais l'Everest commence par le premier petit pas, hein, qui fait pas mal. Parce qu'il faut s'entraîner à réussir, faut pas se planter, il faut s'entraîner à réussir. Ça c'est un truc que j'ai appris à France Apprenant. Il faut s'entraîner à réussir. Merci infiniment Perrine, merci à Canary Call. C'est chouette ce que vous faites. Continuez. Merci pour tes encouragements. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Because